avec nous, Madame Linda Yema, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est avec plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Merci d'avoir honoré notre invitation. Bientôt, ça sera le mois de la femme. On est le 25, donc déjà dans 3 jours, ce sera le 1er mars. Tout est mois pour la femme. On organise des colloques, on organise des marches. À l'époque, c'était des fêtes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de moins en moins des fêtes. Alors, l'émancipation de la femme, est-ce un cadeau, d'après vous, ou un combat? Est-ce que c'est l'homme qui doit faire de la place à la femme, ou c'est la femme qui doit récupérer sa place? Ou carrément, est-ce qu'elle le mérite aussi? Déjà, un cadeau n'est pas nécessairement mérité. On peut faire un cadeau à une personne juste parce qu'on a envie de le faire. Voilà. Donc, je ne pense pas que l'émancipation de la femme soit un cadeau. Je pense plutôt que c'est un combat perpétuel, un combat difficile, mais un combat. Parce que la femme a été très souvent reléguée au second plan, de son propre chef, parfois, et aussi parce que les hommes ont eu un certain ego. Et donc, c'est dans ce sens-là que c'est un combat. Est-ce que c'est l'ego de l'homme qui a finalement convaincu la femme que sa place, c'est le second plan, ou c'est à un moment donné, parce que vous savez, même dans nos foyers, ce sont nos mères qui disent à nos sœurs que lui c'est un homme, il ne peut pas balayer, le balai c'est ton travail. Alors, est-ce que c'est finalement la femme elle-même qui a estimé que son rôle était un rôle de second plan? Alors, je crois qu'il faut faire la part des choses dans ce cas-là. Parce que autant la femme que l'homme, chacun a son rôle dans la société, dans le foyer, dans le monde, en fait. Mais quand on parle d'égalité, d'émancipation, c'est plutôt dans un contexte restreint. Dans un foyer, je suis l'épouse, tu es le mari. Chacun a ses devoirs, chacun a ses obligations, chacun doit connaître sa place. Je suis le chef. Vous êtes le chef, il n'y a pas de problème. Ça me fait sourire. Tu vois, tu aimes bien ça. Ça fait quand même plaisir quand on dit tu es le chef. Oui, vous êtes le chef de la famille, on ne peut pas vous l'enlever, en fait. Vous êtes le chef. Et puis voilà, moi, je suis la mère, je suis celle qui organise la maison, je suis celle qui s'occupe des enfants, je suis celle qui s'occupe de vous. En fait, votre place, c'est vous en réalité la chef. Oui. Parce que, on règne sans gouverner. L'homme règne sans gouverner. Bon, c'est celle qui gouverne qui est la chef en réalité. Vous n'avez pas tort, effectivement. Mais comme je vous disais, lorsqu'on parle d'émancipation, c'est dans un contexte plutôt professionnel. Voilà. C'est ce combat-là. Vous êtes conçu avec un cerveau comme je le suis. Donc, il n'y a aucune raison que dans un contexte professionnel, vous soyez supérieur à moi. Mais justement, dans ce contexte, je vais passer la parole à Merdi. Dans ce contexte professionnel, est-ce que la femme elle-même aussi n'entretient pas une forme de peur pour affronter certaines réalités? Parce que si c'est dans le contexte professionnel, justement, parce qu'on est dans un terrain, on est dans un ring de combat. On ne se fait pas de cadeau. Si on doit faire un test d'embauche, je viens avec mes compétences, la femme vient aussi avec ses compétences. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi... Parce que je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai accompagné une dame pour les élections. Je suis assistant d'une dame. Comment on explique que au Congo, on a plus ou moins, je pense, plus de 50% des femmes, alors qu'à l'Assemblée nationale, on a moins des femmes. On suppose que ce sont des femmes qui devaient voter leurs collègues femmes pour qu'elles soient à l'Assemblée nationale. Curieusement, ce n'est pas le cas. On a moins de femmes, on a plus d'hommes. Alors, est-ce que ce ne sont pas elles-mêmes aussi les femmes qui se disent « Wamakamami Bali » Je l'ai dit tantôt que s'il y a un certain recul aussi au niveau de l'émancipation de la femme, c'est aussi du propre chef de cette femme-là. D'un côté, il y a cette peur justement d'affronter les réalités professionnelles parce que, bon, on se dit... Ce qui est un peu dommage, c'est que la femme vient très souvent avec sa féminité, sans tenir compte du fait qu'elle a un cerveau, qu'elle peut compétir et gagner, et qu'elle peut faire quelque chose
de bien pour sa société. Et très souvent, on pense, non, je suis peut-être jolie, je parle bien. C'est-à-dire que la femme elle-même se limite. Elle se limite, voilà. Elle se limite à sa féminité. Oui. Estimant que sa féminité peut constituer une arme pour obtenir... Et c'est bien dommage. D'un autre côté, c'est vrai qu'entre nous, les femmes, on n'est pas très solidaires. C'est peut-être ça aussi le plus grand problème. Quelque part, oui. On n'est pas très solidaires quand on voit que Madame Merdi est en train de bien évoluer. On se dit, pourquoi elle et pas moi? Vous entretenez une forme de jalousie entre vous. Voilà, entre jalousie, des concurrences. C'est ça, c'est la concurrence, c'est la jalousie, et c'est ce qui nous fait reculer un peu dans le cadre de notre émancipation aussi. Justement, est-ce que ça ne vient pas, par exemple, de l'éducation, puisque tout commence quand même dans les bas âges à la maison et tout. Est-ce que ça ne vient pas de l'éducation? Une femme qui a été éduquée dans une maison où elle sait que voilà le rôle de la femme, parce que voilà, nous avons tous grandi peut-être avec des mamans qui nous disent que comment une femme doit savoir préparer, une femme doit être propre, une femme doit... Généralement, c'est ça l'éducation qu'on donne à la femme, en fait. L'homme, même dans des familles, tu es avec ton frère, tu es avec tes frères, tu peux être une seule femme, mais c'est toi qui fais tout le mélange à la maison, parce que c'est à la femme de le faire. Maintenant, est-ce que la femme, en grandissant, elle ne se dit pas que... Elle est déjà conditionnée, voilà, en fait, elle ne se dit pas que j'aurais beau étudier, j'aurais beau être compétente, mais la place que je peux occuper, en fait, ce n'est pas ma place. Je l'occupe juste parce que, voilà, il faut que je comble un vide, mais en réalité, ce n'est pas à moi d'être là. Vous savez, le rôle d'une dame, c'est merveilleux. Hein. C'est un bon travail d'être épouse, d'être mère. C'est le meilleur des boulots. Et lorsqu'on vous éduque comme ça, en vous apprenant à faire la cuisine, à faire le ménage, à vous occuper, on vous donne la meilleure des éducations. Sauf qu'il ne faut pas se limiter là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est votre vie conjugale. En tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'épouse, moi aujourd'hui je suis directeur dans une entreprise, je ne vais pas aller faire du foufou là-bas. Oui. J'ai quand même un bagage, j'ai fait des études, je suis juriste. Il faut que je prouve de quoi je suis capable dans le milieu professionnel. On ne va pas me demander de balayer mon bureau. Ça se passe chez moi, ça se passe à la maison. Okay. Dans le monde professionnel, c'est totalement différent. Justement, avec un poste d'aussi grande responsabilité que vous avez, comment vous arrivez quand même à gérer? Parce que je sais bien que vous avez peut-être des hommes, des grands monsieur, des papas qui sont peut-être sous vos ordres, qui sont un peu vos subordonnés. Comment est-ce que vous arrivez quand même à gérer, à avoir cette autorité-là, parce que les hommes ont tendance à, voilà, dès que c'est une femme, voilà, ils boudent, ils n'arrivent pas à suivre les ordres, ou peut-être ils pensent que voilà, c'est une femme, elle ne peut rien me dire. Vous, en tant que directrice d'une si grande structure, comment est-ce que vous arrivez quand même à maintenir de l'équilibre, à vous faire respecter en tant que chef par votre travail et voilà, à évoluer avec? Je pense que la clé, c'est le respect. Le respect de l'autre, le respect de soi. Et ne pas considérer que lorsque vous dirigez des personnes, que vous êtes au-dessus d'eux. Vous êtes en collaboration. Vous avez des fois, moi j'ai des collaborateurs qui peuvent être mes papas, mais je te respecte en tant qu'humain, en tant que collaborateur. Et il y a aussi un certain égard, en voyant que le monsieur a l'âge de mon père, je le considère comme ça. Je n'ai pas peur de lui, je le respecte, je lui donne des instructions quand il le faut. Et il y a aussi la fermeté. C'est pour ça que j'ai dit que quand vous allez dans le milieu professionnel, on ne va pas avec sa féminité, même pas avec sa masculinité. On va juste avec son cerveau, avec son éducation. Et c'est comme ça qu'on s'impose. Lorsqu'on voit que vous avez la maîtrise de votre matière, que vous avez le respect de vous-même et le respect des autres, le reste va de soi. Quand il y a divergence de point de vue, vous ne vous êtes jamais senti, bon, on va dire, vous donnez un ordre à un subalterne qui est un monsieur et puis il boude. C'est son problème. En boudant, il se dit, bah, c'est une dame qui elle ne peut pas...
S'il boude, c'est son problème. Il y a des sanctions disciplinaires s'il le faut. Donc, on reste dans le cadre du travail. C'est votre travail, vous le faites et puis c'est tout. S'il faut faire avancer le combat de l'émancipation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que il faut juste se limiter à un mois, qui est le mois de mars? Est-ce que il faut aller dans les églises? Qu'est-ce qu'il faut exactement faire aujourd'hui pour accompagner ce combat de l'émancipation de la femme? Je crois qu'il est très important d'abord que la femme connaisse sa place en tant que femme dans la vie sociale et qu'elle se donne cette valeur-là dans le monde professionnel. Je m'explique. Allez-y. Moi, je suis mère, j'ai 4 enfants. Je suis épouse aussi. Et c'est vrai qu'il est difficile de combiner les deux. Hein. Ouais. Et je crois qu'il faut beaucoup d'amour pour ce qu'on fait et pour sa vie sociale, pour être équilibré. On ne peut pas ne pas être bien dans son foyer et savoir produire quelque chose de bon professionnellement. Voilà, il faut être équilibré. Et c'est très important. Mais comment on trouve cet équilibre, justement? Dans l'amour de ce qu'on fait et dans l'amour de ce qu'on est. J'aime mon travail. Je pense que madame qui est en face de moi aime ce qu'elle fait. Oui. Et elle fera en sorte de trouver cet équilibre-là. Ça va de soi, ça vient tout seul. Ok. Ça vient tout seul. Oui. Mais il faut d'abord qu'il y ait une conscience. Se dire, je fais ça parce que j'aime, parce que j'ai des objectifs, parce que j'ai des ambitions. Et je le fais pour ça. Et aussi avoir à ses côtés, si c'est le cas d'une dame qui est mariée, une personne qui la comprenne, qui la soutienne. Donc on a autant besoin d'avoir cette conscience et d'avoir aussi un partenaire oui. qui vous comprenne et qui vous accompagne. Parce que c'est très difficile quand il n'y a pas cet équilibre-là. Donc voilà, c'est d'abord une prise de conscience, retirer ce côté trop féministe que nous avons nous-mêmes en tant que femmes dans le milieu professionnel. Apporter son savoir-faire, son cerveau et sa bonne éducation. Comment, je vous donne la parole, Merdi, vous avez parlé tout à l'heure de jalousie entre vous, parce que moi, je suis de temps en temps choqué quand je vais à l'Assemblée nationale et que je trouve qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y a moins de 50 femmes, si ma mémoire ne me trahit pas, sur les 500 députés, donc on est autour de 10%, 15% des femmes, alors on est autour de 55, 60% d'électeurs femmes. Okay. Alors, comment briser justement cet écart-là entre les femmes qui sont censées voter leurs collègues femmes et les femmes qui postulent? Est-ce que y a-t-il possibilité de briser cette jalousie dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, mais c'est quelque chose de difficile, hein, parce que la jalousie, c'est quelque chose qui est ancré, qui est naturel, mais c'est quelque chose de difficile. Il faut qu'on apprenne au fait à apprécier l'autre, qu'on apprenne à se dire, elle fait ce pas, ce n'est pas un pas rien que pour elle, c'est un pas pour toutes les femmes. Et c'est seulement quand on se rend compte qu'au fait, on tire aussi notre épingle du jeu dans ce que la femme, l'une d'entre nous, fait dans le milieu professionnel, qu'on pourra évoluer, qu'on pourra justement casser cette jalousie. Mais justement, est-ce que ce n'est pas parce que aussi la femme n'arrive pas à convaincre les femmes? Parce que peut-être que l'homme, il arrive à bien convaincre les femmes qu'est la femme elle-même, en fait. Par exemple, durant les périodes des campagnes, peut-être que le problème, ce n'est même pas d'abord la femme, mais c'est les femmes qui postulent, qui n'arrivent pas à venir avec des vrais arguments, peut-être, pour arriver à convaincre d'autres femmes à pouvoir la suivre. Peut-être c'est aussi ça. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que les arguments... on a les arguments pour convaincre. On peut le faire. On le fait d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes qui l'ont prouvé. Il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont très loin dans la société. À la tête du gouvernement aujourd'hui. Voilà, à la tête du gouvernement, nous avons une femme. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. La femme sait convaincre, sauf que nous ne sommes pas très solidaires entre nous. Et nous devons comprendre que il y va de notre intérêt à toutes que de soutenir une femme
qui évolue, une femme qui émerge. À qui incombe la responsabilité de la sensibilisation pour obtenir justement cette solidarité? Est-ce qu'il faut qu'on laisse le travail au ministre du genre? Est-ce que le travail aux associations? Ou sinon, chacune des femmes, quelque part, doit prendre conscience justement de cette réalité et de sensibiliser les autres? Je pense que c'est au niveau de toutes les couches, sociales et professionnelles. Cette responsabilité incombe à tout le monde. Autant à la maman qui élève son enfant à la maison, qui lui apprend les vertus du foyer comme le chemin de l'école, autant à toutes ces personnes qui sont politiquement responsables, socialement responsables. La responsabilité incombe à toutes les femmes. Et même aux hommes. Ce combat évolue? Est-ce que ce combat de l'émancipation évolue? Est-ce que ce combat n'a pas reçu un coup finalement? Malheureusement, je sens quand même une certaine régression. Surtout, et c'est bien dommage, avec cette vague des réseaux sociaux, ces influenceurs qui déroutent, qui dévient carrément les mœurs, et c'est bien dommage. Vous assistez à des spectacles désolants où quand vous voyez une femme devant son écran, c'est pour proférer des insanités, c'est pour danser. Non. Alors que on vous appelle influenceur. Influencer, mais influencer bien. Oui. Utilisez justement cet outil pour faire évoluer. Et malheureusement, le spectacle auquel nous assistons, c'est un spectacle très désolant qui nous fait régresser, mais d'une manière incroyable. Les réseaux sociaux ont apporté une forme de régression dans le combat de l'émancipation de la femme. Oui. Les réseaux sociaux sont très mal utilisés et ça n'aide pas. Mais si on les utilise bien, le combat de l'émancipation peut avoir un bon. C'est une très bonne arme. Qu'en est-il de femmes qui aujourd'hui, je vais dire en quelque sorte, comprennent l'émancipation d'une certaine manière pas correcte, qui se disent que l'émancipation de la femme, c'est n'est jamais rêver de mariage, ne pas vouloir se marier. L'émancipation, c'est travailler dur, voilà, piétiner les hommes. Pour eux, c'est un moyen en fait d'avoir l'autorité qu'elles n'ont pas, une sorte de complexe en fait qu'elles veulent nourrir à travers l'émancipation. Une forme de remplacement. Ouais, des remplacements. Je remplace l'homme. Voilà, avec l'émancipation, je remplace l'homme par le travail, par mon propre argent aujourd'hui. Et on voit bien, vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, que c'est vraiment un lieu où voilà, ces genres de propagande s'y font vraiment. Et la jeunesse commence vraiment à écouter et prendre ça un peu plus au sérieux. C'est dommage. Surtout que vous êtes épouse et mère. Voilà. C'est pour ça que je dis... Et directeur. Oui, que c'est bien dommage. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, j'ai dit au début, connaître sa place dans la société et connaître sa place dans le monde professionnel. Et lorsque vous connaissez votre place, vous êtes équilibré, vous n'avez pas besoin de chercher à marcher sur les pieds d'un homme, vous n'avez pas besoin... En fait, vous n'avez besoin de ne rien prouver d'autre si ce n'est que vous êtes compétente. Vous n'avez pas besoin de marcher, de vous dire non, je suis meilleure que cet homme. Non, l'émancipation que nous cherchons, en fait, c'est une égalité professionnelle. Donc, ce n'est pas qu'on veut être au-dessus, on veut juste être égal, traité de manière égale à celle, à la façon dont on traite l'homme. Avoir les mêmes chances, les mêmes avantages, et c'est tout. Pour le reste, c'est bon. Et heureusement que Trésor est avec nous sur ce plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, l'émancipation de la femme en ville, par exemple, est la même qu'au village? Est-ce que la femme de la ville peut se dire être émancipée ou peut-être connaître l'émancipation de la même manière que la femme au village? Je ne pense pas parce que les mœurs sont différentes, l'appréhension des choses aussi. Au village, si la femme est émancipée dans le fait qu'elle fasse son chant, c'est une forme d'émancipation. Okay. Vous n'êtes pas obligé d'être devant un bureau, d'être ministre, d'être directeur pour vous sentir émancipé. Vous pouvez très bien être une femme émancipée, tout simplement en gérant bien votre foyer, en gérant bien vos activités. Mais cette question de l'émancipation de la femme au village, je vais y revenir parce que j'ai eu la grâce de faire Mbujima et Kananga en voiture. Donc, on a traversé autant de villages. Le constat, c'est que vous trouvez des hommes sous les arbres, pieds sur une chaise, radio à côté, et un peu de chichampa aussi,
calmement en train de profiter de l'ombre, de l'arbre. Il n'y a pas de femme. À 19h, vous vous rencontrez parce qu'on a fait 9h jusqu'à 23h. Et à 19h, vous vous rendez compte qu'il y a des femmes qui reviennent du village. Oui. Avec Bois le sur panier. le dos, des fois enfant devant, pondou sur la tête. Quand elle revient, elle prépare pour son mari. On a comme l'impression qu'au village, c'est la femme qui fait tout. Est-ce que c'est une forme d'émancipation, vous pensez? Je pense que oui. Hein. Du moment qu'elle est bien dans ce qu'elle fait, oui. Si elle ne se sent pas esclave de son mari, si ça cadre avec son bien-être, oui. Et donc, on pourrait définir, d'après Madame Linda, l'émancipation comme une forme de bien-être pour la femme. Du moment où elle se sent bien, du moment où elle s'accommode à ce qui est fait, c'est une forme d'émancipation. Pas nécessairement s'accommoder, mais se retrouver. Ok. Se retrouver dans ce qu'elle fait. Là, oui. S'accommoder, ça veut dire, bon, j'ai pas trop le choix, je m'y fais. Non. Non. Elle se retrouve, elle est bien, elle veut, elle est consentante et ça lui permet, elle, de s'épanouir dans ce contexte-là, oui. Une question? Oui, on avance petit à petit vers la fin oui, de l'entretien. C'est intéressant, malheureusement, on n'a pas le temps. Oui, justement, vu qu'on parle de la femme, on met un point sur la différence entre une femme au village et une femme en ville. Est-ce qu'aujourd'hui, les traditions congolaises facilitent l'émancipation? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que, voilà, au Congo, avec la tradition, c'est facile de parler d'émancipation de la femme? Il y a des coins où on parle, pour compléter la question, oui. Il y a des coins où aujourd'hui le mariage forcé est encore d'actualité. Le mariage des mineurs voilà, aussi. Est-ce que ça facilite? Non, dans certains cas, non. Dans d'autres, oui. Mais quand vous donnez l'exemple du mariage forcé, je ne pense pas qu'une femme peut se sentir émancipée quand on lui force à faire quelque chose. L'émancipation, c'est aussi se sentir libre de ses actes, se sentir bien, se sentir, en fait, comment je pourrais dire, épanoui. Vous avez parlé de consentement tout à l'heure. Tout à fait. Donc, vous ne consentez pas, vous n'êtes pas épanoui, on vous force à passer le restant de vos jours avec une personne qui vous est non seulement totalement inconnue, mais une personne que, même si vous la connaissez, une personne que vous n'aimez pas. Que vous n'avez pas choisi. Que vous n'avez pas choisi. Ce n'est pas être émancipé. Donc, c'est vrai que nos traditions, des fois, ne nous permettent pas à bien avancer dans ce sens-là, mais pas toutes. Il y a quand même certaines traditions quand même qui sont bonnes et qu'on devrait garder. Heureusement que vous êtes juriste. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut une forme de réglementation, une forme de loi dans ce domaine pour lutter on va dire, contre ces pratiques, mais aussi pour faciliter cette émancipation de la femme? Est-ce que les femmes devraient initier des lois qui peuvent encadrer pratiquement cette émancipation de la femme ou sinon accompagner cette émancipation? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Proposer des lois, par exemple, on en reparle du mariage forcé, proposer des lois sur beaucoup de choses qui ne permettent pas à la femme d'évoluer, de s'émanciper, de s'épanouir. Notre arsenal juridique aujourd'hui ne permet pas à la femme de s'émanciper. Si, mais pas dans tous les contextes. On en est encore loin, il y a du travail à faire, mais notre arsenal juridique, déjà vous avez dans le code de la famille, le droit à l'époque, avant de travailler, il fallait avoir l'autorisation maritale. Voilà, aujourd'hui, on n'en a plus besoin. C'est banni, ces pratiques-là. Vous êtes libre de postuler, de travailler, même si votre mari n'est pas consentant. Même si, personnellement, je pense que c'est toujours bien d'être en accord avec son conjoint. Justement, parce qu'en cas de désaccord, comment on s'en sort? En cas de désaccord, je ne veux pas vous travailler, j'estime avoir les moyens pour vous prendre en charge. Il faut avoir comment on s'accorde? Il faut avoir l'art de convaincre son mari. Je crois que si Ève a réussi à faire manger dans la pomme, elle saura convaincre son mari. Alors que le gars, il fait 40 ans sans manger la pomme. Justement, puisqu'on parle du rôle des hommes dans l'émancipation, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes devraient plus prendre les hommes comme des alliés
ou de freins dans l'émancipation? Plutôt comme des alliés, pas comme des freins. Et comme je l'ai dit, il faut savoir convaincre, au fait. Et si eux, ils se considèrent comme des freins, alors ce sont des hommes qui n'ont rien compris. Et si la femme considère l'homme comme un frein, c'est aussi une femme qui n'a rien compris. Alors, justement, comment amener à cet homme-là qui ne comprend pas l'émancipation? C'est important. Ce qui pense que l'émancipation, c'est quelque chose qui vient lui enlever son autorité sur la dame. Comment le convaincre que, justement, l'émancipation ne lui enlève en rien le fait que ça soit l'homme, et voilà, qu'on peut bien avoir une femme émancipée à la maison et être heureux dans son foyer. En gardant sa place d'épouse. Quand vous gardez votre place, quand vous remplissez vos devoirs en tant qu'épouse, vous n'avez rien d'autre à lui prouver, au fait. Il va se plaindre de quoi? Si à la maison, tout est bon, il va se plaindre de quoi? À moins qu'il soit de mauvaise foi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Linda Yema. Je rappelle que vous êtes directeur à la Direction générale de recettes de Kinshasa. Est-ce que ça ne vous chagrine pas qu'aujourd'hui, que jusqu'aujourd'hui, la DGRK de Metraïp a été créée en 2007-2008, elle n'a pas encore été dirigée par une femme? Ah si, vous n'êtes pas au courant. Il y a eu Madame Rita Bola, je crois. Ah oui, Madame Rita Bola, avec le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Voilà, donc la DGRK a déjà été dirigée par une femme et c'était très bien. On espère que demain, il y en aura beaucoup d'autres. Quels étaient les résultats du travail de Madame Rita? Oui. De la DGRK dirigée par une dame. Déjà, socialement, on avait un peu évolué, c'était déjà bien. Le traitement, elle a essayé de revoir le barème. C'est quelque chose de très bien pour les agents. Et voilà, il y a eu des primes qui ont été activées. Elle a eu quand même un passage qui a été bénéfique pour la régie. Donc voilà. Est-ce qu'elle a accompagné également d'autres femmes à évoluer au sein de la régie? Oui, hein? Oui. Il y a eu à son époque, en tout cas, beaucoup de femmes qui ont eu à émerger, qui ont eu des promotions méritées, hein, parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu une femme qui est à la tête que... Non. Mais elle a boosté beaucoup de femmes à prendre conscience qu'elles étaient capables aussi de gérer des entités. Et c'est quelque chose de très bien. Que pensez-vous aujourd'hui, parce que le chef de l'État l'avait dit, ça sera peut-être ma dernière question, d'une République démocratique du Congo dirigée par une femme? Est-ce que nous sommes prêts? Parce qu'à un moment donné, quand on suivait par exemple les élections aux États-Unis, de temps en temps on disait que les États-Unis, par exemple, n'étaient pas prêts à avoir une femme diriger la plus grande puissance du monde. Est-ce qu'on est prêt? On a vu le chef de l'État dire qu'il souhaitait céder la main à une femme. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Est-ce que d'abord les femmes sont prêtes? Et est-ce que la nation, elle, est prête à être dirigée par une dame? Si la nation est prête, là, je ne sais pas parler pour le compte de la nation, mais si la femme est prête, je pense que oui. Qu'est-ce qui lui manque à la femme? Rien. Elle a les compétences, elle a le grand cœur, au fait, aussi. Quand une femme gère les choses, généralement, c'est vrai que faire les choses avec le cœur, ce n'est pas vraiment recommandé dans le domaine professionnel, mais c'est important. C'est important parce qu'on prend le temps de mieux observer les choses et de prendre des décisions plus réfléchies. Alors, quand vous regardez l'espace politique congolais, est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes aujourd'hui qui cherchent à mériter cette place, qui cherchent à s'imposer, qui cherchent à imposer leur voix? Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, par exemple, on n'épingle presque pas les femmes. On voit Fayoulou, on voit Katumbi, certains diraient Kabila, d'autres diraient Mukwege, etc. Il n'y a pas de femmes qui incarnent une forme d'opposition et qui pourraient mériter, par exemple, la place du président de la République. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui essayent d'imposer leur voix pour demain être élues présidentes de la République? Malheureusement, non. Et c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pas trop. Parce qu'au fait, il n'est pas encore tard, elles peuvent encore réagir. Oui.
Mais dans le contexte actuel, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment, à part peut-être derrière tous ces leaders d'opposition que vous avez cités, il y a quelques dames qui essaient de sortir la tête sous l'eau, mais vraiment... Ce n'est pas encore ça. Voilà, c'est pas encore ça. Donc on pourrait dire que la femme, elle, n'est pas encore très prête. Elle est prête, mais elle n'a pas encore eu l'opportunité. Qui donne l'opportunité? On l'arrache. On l'arrache. Justement. On l'arrache et il faut attendre le bon moment, c'est tout. Mais elle est prête. Il y en a sûrement une quelque part, peut-être moi. Hein. Ah bah oui, pourquoi pas. Elle est prête. La femme est prête. Vous imaginez demain Madame Linda présidente? Cette émission, il faut la garder. En tout cas, je pense que Valdi, il sait très bien comment faire. Alors, Madame Linda, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à quoi ressemblerait une femme congolaise émancipée? Comment vous pouvez peut-être la décrire aujourd'hui, une femme qui peut se dire émancipée sur tout le plan? Une femme congolaise émancipée, c'est une femme qui, d'abord, est bien dans sa féminité, qui ne retire rien en sa féminité, qui, quand elle a l'opportunité d'être mère, elle l'est. Quand elle a l'opportunité d'être épouse, elle l'est. Elle est sœur, elle est amie. Avant d'arriver dans un domaine professionnel. Parce que quand on n'est pas déjà bien soi dans ce qu'on est socialement, professionnellement, il est difficile d'émerger. Donc le départ, c'est d'abord soi, faire confiance en soi, connaître sa place dans la société, connaître son apport pour la société, et c'est seulement dans ce contexte-là qu'on peut se dire être émancipé. Merci beaucoup, Madame Linda Yema. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, une dernière question, en tout cas, ce sera vraiment une dernière. Qu'attendez-vous pour ce mois de mars 2026? Ah, c'est le mois de mon anniversaire en plus. Le mien aussi, hein? Ah bon. Je suis champion de la masculinité positive. En tout cas, j'espère que la femme prendra conscience, pas seulement pour le mois de mars, mais pour la vie, au fait. Le mois de mars, c'est un mois où on nous donne le temps de réfléchir, on nous donne le temps d'arrêter certaines stratégies pour qu'on puisse évoluer. Et je crois que tant qu'on n'aura pas pris conscience de ce que nous valons, il va être très difficile qu'on puisse évoluer. Donc, pour ce mois de mars, j'invite la femme, dans quelques domaines qu'elle soit, à prendre conscience de son apport pour la société, pour la famille, pour le monde. Merci. Alors, pour finir, Trésor, je place juste un petit... Alors, si vous devriez adresser un message à la jeune fille congolaise qui te suit maintenant, ce serait friand des réseaux sociaux. Voilà, friand des réseaux sociaux et voilà, bien jeune, hein, en pleine émancipation, si je peux le dire comme ça. Ce serait quoi votre message, vous, à cette jeune fille-là? Je suis mère de 2 filles. J'ai une adolescente et une toute petite qui aura 4 ans. Et ils ont aussi des grands frères, hein, j'ai beaucoup d'enfants. Oui. Et je vois ma fille, surtout mon adolescente, qui est très souvent devant son téléphone. Oui. Et d'ailleurs, pour sa discipline, pendant l'école, elle n'en a pas. C'est juste les week-ends que je lui permets d'en avoir. Très bonne discipline. Oui, parce qu'elle doit étudier. Oui. Et elle doit aussi apprendre à être une femme qui est appelée demain à être mère, à être épouse. Et même si tu es femme seule, tu dois savoir te prendre en charge. Donc, je dis à la jeune fille d'aujourd'hui que demain, elle sera femme. Et qu'on ne devient pas femme du jour au lendemain, ça se forge, ça se prépare. Qu'elle prenne conscience, qu'elle soit éduquée, mais pas par ce qui est futile. On a besoin de se divertir, c'est vrai, mais faire la part des choses, se divertir quand il le faut, et être consciente que tout ce qu'il y a comme poste aujourd'hui dans le monde n'est pas réservé qu'aux hommes. Dans certains pays, il y a des femmes qui sont présidentes de la République. Ouais. Dans notre pays, nous avons une femme Premier ministre. Demain, ça peut être elle. On a eu une femme présidente de l'Assemblée nationale. Voilà. Pourquoi pas?
l'une de nos jeunes filles demain. Et puis voilà. Merci beaucoup, Madame Linda Yima. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir ce matin. Oui, Je rappelle que vous êtes directeur à la Direction Générale de Recettes de Kinshasa. Nos portes restent grandement ouvertes pour parler. On est là. Surtout pour ce mois de la femme, elle sait bien qu'on aura besoin d'elle. Bien entendu, bien entendu. Oui. Alors, on va prendre le clip du jour. Ça nous permettra, bien sûr, de libérer Madame Linda Yema. Et on va se retrouver tout à l'heure. Ça sera avec un autre invité que j'annonce déjà. Il s'agira de Maître Patouben Panzou, il est analyste politique. Avec lui, on va parler dialogue, on va parler voilà, constitution, certainement aussi. Alors,